Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Oureille, comment vas-tu? Clémentine, comment ça va? Très bien, merci. Ah, Oureille. Ravie d'être là. Hello, je vais très bien, merci. Hello. Clémentine, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais savoir un petit peu ce que tu as fait et comment tu en es arrivée également. Quelle est ton histoire à faire ce que tu Mmh. fais en ce moment? Voilà, les personnes qui sont avec nous en live, prenez vraiment le temps d'interagir sur le chat. Celles qui nous regarderont en replay, mettez hashtag replay et prenez vraiment des notes. Comme vous le savez, j'aime beaucoup dire money makers are not takers. Donc les personnes qui Mmh. gagnent de l'argent sont les personnes qui prennent des notes et ça va Mmh, être un C'est vrai. échange super instructif et inspirant, j'en suis sûre. Donc Clémentine, à toi la parole. Alors moi, c'est Clémentine, j'ai 26 ans et j'ai fondé la marque, Destination Girl Boss. Je suis entrepreneur depuis 2020, donc depuis 5 ans maintenant et à temps plein depuis 3 ans et demi. Et moi, mon job, c'est d'aider les femmes prestataires de services à faire de l'argent, à gagner, leur vie avec leur activité, augmenter leur chiffre d'affaires. Et j'ai une petite spécialité, c'est que j'accompagne principalement les assistantes virtuelles et les community managers dans mes clientes. J'en ai accompagné plus de 155, aujourd'hui. 155 assistantes virtuelles et community manager. Mais dis-moi, comment tu en es arrivé à proposer ces accompagnements? C'est quoi ton histoire? Est-ce que tu t'es reconvertie aussi? Parce que moi, toutes les histoires de reconversion m'intéressent également. Bah, vu que je suis assez jeune, j'ai pas, encore eu le temps de faire une reconversion. Ça a plutôt été un parcours «logique» entre guillemets. De mon côté, j'ai fait un master en stratégie digitale et Mmh. en fait, pendant mes études, j'étais vraiment hyper intéressée par la communication et cetera. Et en fait, pour me faire repérer à la base par les recruteurs, parce Mmh. que je me disais: «Bon, bah, je vais essayer de trouver des alternances puis un CDI», j'ai développé ma marque personnelle sur LinkedIn. J'ai commencé à poster en 2019 sur le réseau. À Mmh. l'époque, d'ailleurs, il y avait pas trop de créateurs de contenu, puis j'étais plus jeune quand même, que la moyenne, des personnes, sur LinkedIn. J'avais 19 ans quand j'ai commencé et je me Mmh. disais: «Bah, enfin, faut que je me démarque des étudiants qui ont un simple CV». Et c'est ce qui m'a motivée à commencer, en fait. Donc je me suis développée sur LinkedIn, je faisais des publications, j'ai créé mon blog à l'époque d'actualité digitale. J'écrivais des articles de blog, je les relayais sur LinkedIn et après je me suis lancée sur Insta. Donc ça, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à me faire connaître, à développer un peu ma propre marque et ça m'a permis de trouver des alternances en agence de communication. Et donc, bah, je gérais en fait plein de clients sur, les réseaux sociaux. Voilà, plein de marques différentes et cetera. J'étais très autonome et je me suis dit: «Ah mais en fait une compétence ça se vend». En Ouais. fait, j'ai eu ce déclic parce que ça peut sembler évident pour les gens qui nous regardent, mais à la base, moi, il y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, donc j'avais pas forcément cette conscience-là et du coup, je me suis dit: «Je vais faire ça en parallèle de mes études, voilà, ça va en plus de mon alternance, ça me fera un revenu complémentaire». Donc c'est ce qui m'a poussée en fait, à me lancer et du coup, j'ai fait une story Instagram à l'époque pour dire, «Bon, bah, je me lance en tant que community manager freelance». Voilà, Mmh. tout simplement, assez naïvement, en fait, j'ai démarré et ça a marché parce que, du Waouh! coup, il y a une personne qui m'a dit: «Ah, bah, je connais un DJ qui cherche une CM» et cetera et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client, ma première Mmh. collaboration. J'étais toute stressée, j'avais fait un rendez-vous au Starbucks du coin, ouais, vraiment, j'ai improvisé, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai démarré, si tu veux, Nathalie Mmh et mh. petit à petit, en fait, ça a bien pris mon activité et en parallèle et de mes études et de mon alternance, je commençais à travailler les soirs et les week-ends là-dessus. Donc voilà, OK. c'est comme ça que j'ai démarré et puis j'avais quand même en tête de prendre un CDI parce que je pensais qu'il fallait être «âgée» entre guillemets, enfin, je me disais: «Faut que j'aie 20 ans d'expérience minimum pour pouvoir lancer ma boîte». J'avais Mmh. un peu cette croyance. Je me permets, Clémentine, c'est rigolo parce que tu es jeune, tu as été formée il y a pas hyper longtemps et on vous a pas dit en formation que vous pouviez démarrer directement, en tant que créateur d'entreprise, en tant que freelance. On continue à formater les jeunes sur le format CDI toujours?
Eh ben, c'est une bonne question, Nathalie. Je trouve que oui, quand même, on nous le dit beaucoup. Mmh. Après, quand je suis allée en master de stratégie digitale dans une école privée, ils Mmh. étaient un peu plus ouverts au freelancing. OK. Donc, on commençait à en parler et j'avais d'ailleurs des amis qui étaient en alternance dans leur propre entreprise. Donc, Mmh. c'est eux aussi qui m'ont donné des petits conseils pour me lancer. Et Mmh. là, je suis réintervenue dans mon ancienne école, justement, il y a quelques semaines. Et quand j'ai demandé qui veut être entrepreneur, la moitié des élèves ont levé la main. Ah oui, donc ça a évolué très fort, très vite quand même, hein. Ouais, je trouve. OK. OK, OK. Mais tu dois avoir beaucoup de gens en reconversion dans tes clientes, non? Exactement. Mmh. Ouais, tout à fait. Parce que, juste pour terminer là-dessus, donc je me suis lancée en tant que CM freelance. J'ai accompagné pas mal de clients et après j'ai eu envie d'aller plus loin et c'est comme ça que j'ai développé mes coachings, d'abord en individuel puis en groupe et après je me suis entourée d'une équipe pour pouvoir, bien accompagner mes clientes et du coup, effectivement, j'ai beaucoup de reconversions, Mmh. davantage sur, mes clientes assistantes virtuelles parce que c'est beaucoup d'assistantes de direction qui ont Mmh. été assistantes dans des groupes, dans des PME pendant 20 ans et soit qui en ont eu marre, soit qui ont eu un licenciement économique, soit qui ont fait un burn-out et du coup qui veulent se lancer. Ça représente une grosse partie de ma clientèle. D'accord, Oreille! Toi Yes. toi qui es partenaire de Clémentine, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ce marché, sur ce milieu? Moi, je découvre un petit peu tout ça. Mmh. Yes, bah, c'est vrai que, ce qui est intéressant avec, en tout cas, ce que propose notamment Clémentine, c'est qu'on est dans un marché où il y a de plus en plus, notamment, de personnes qui se reconvertissent et c'est Ouais. vrai que tout ce qui est assistante virtuelle, on voit maintenant également beaucoup de personnes qui se reconvertissent en tant qu'OBM. Ouais. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et ça permet aux personnes, finalement, de lancer leur activité entrepreneuriale, donc de passer de la casquette, finalement, de salarié à: «Je lance ma propre activité». Et finalement, c'est quelque chose qui est naturellement, en fait, qui rentre dans une perspective d'évolution naturelle, en réalité, pour les personnes, justement, qui veulent reprendre un peu, cette liberté sans pour autant avoir de compte à rendre, on va dire, à qui que ce soit. Et surtout, je pense que beaucoup de personnes également, ce qu'elles apprécient par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir travailler vraiment, de chez elles ou de n'importe où dans le monde, mais sans avoir la contrainte de, je travaille pour juste une entreprise, un patron, je rends des Mmh. comptes à une personne et cetera. Et c'est vrai que tu es sur un credo, honnêtement, qui est très porteur et d'ailleurs, c'est ce qui explique également comment, aujourd'hui, tu excelles également dans ce que tu fais et comment tu as réussi à développer, du coup, une boîte qui accompagne à ce jour plus de 155 personnes, il me semble, c'est ça? Ouais. Yes. OK, alors pour ceux qui ne savent pas, OBM, c'est Online Business Manager. Tout le monde n'est pas forcément dans le business aujourd'hui. En tout cas, super Et intéressant. d'ailleurs, par rapport Ouais, à ce que tu dis, Nathalie, peut-être que si tu peux préciser également, c'est vrai, Clem, c'est quoi une assistante virtuelle pour les personnes qui sont pas effectivement Exactement. dans ce credo-là? Parce que c'est vrai que souvent on C'est emploie pas des jargons enfin, qui nous oui, semblent, certaines connaissent pas. évidents et mmh, certaines Mmh. personnes ne savent même pas ce que c'est. Il y en a, ils vont confondre ça avec assistante virtuelle avec une IA et cetera. Donc, je trouve ça peut être intéressant de Exactement. de préciser. Ouais. On me l'a dit encore à un déjeuner à mon coworking cette semaine. «Ah mais virtuel», je pensais que c'était en mode ChatGPT, pas du tout. C'est une assistante indépendante finalement, à son compte, qui va pouvoir, accompagner les dirigeants pour qu'ils leur délèguent des tâches et qu'ils gagnent du temps sans Mmh. avoir besoin d'embaucher une personne en CDI et après les tâches que peut faire une assistante peuvent être très variées. Par exemple, j'ai des clientes qui font la gestion administrative, d'autres de la précomptabilité, d'autres de la communication. Certaines ont des spécialités, réponse aux appels d'offres, aide, à l'obtention de Calliope et cetera. Donc il y a plein de possibilités qui existent sur le marché et l'idée en embauchant du coup une assistante indépendante à ses côtés, c'est d'avoir une personne flexible à qui on va pouvoir déléguer plusieurs heures dans le mois pour, nous, se reconcentrer sur notre, cœur de métier. donc c'est une solution qui est vachement flexible comme tu l'as dit. Ça peut être quelques heures à gauche, à droite, tu es pas obligé de prendre la personne, à temps plein ou à 80. Exactement. C'est vrai que c'est aidant, y compris pour les clients, même si ça doit pas être forcément évident à articuler, mais je pense qu'on va en reparler. Comment on devient assistante virtuelle ou community manager? Est-ce que tu as des hommes dans tes clients ou pas du tout? Alors dans mes clientes assistantes virtuelles, il y a que des femmes. Et je pense que c'est parce que depuis toujours, même si on revient à avant le métier, même secrétaire et cetera, il y a toujours eu une connotation féminine, une vision très féminine du métier et je trouve honnêtement que ça n'a pas trop changé. Donc il y a des exceptions parce que j'ai déjà échangé sur LinkedIn avec des assistants indépendants
mais c'est vraiment genre 1. Ça va peut-être évoluer, mais pour le moment, le marché, il est très féminin. Sur le métier de community manager, par contre, là, il y a plus d'hommes. Donc c'est un métier qui est majoritairement féminin, mais il y a aussi des hommes et j'en ai eu du coup dans mes accompagnements, ouais. Mmh. Est-ce que ce serait pas un atout d'être un homme dans un monde extrêmement féminisé? Est-ce que du coup, Bah, c'est vrai que ça peut ça se pourrait démarquer du coup. pas être une grosse plus-value? Enfin, je dis ça, aussi pour motiver, les hommes à essayer, mais objectivement, je pense qu'un homme dans un métier très féminisé, ça peut être une manière de vraiment tirer sa son épingle du jeu également. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que ça peut être un point qui se démarque parce que déjà, on va plus remarquer du fait que ça change. Ah, on a une question en ce sens d'ailleurs, René qui nous demande: «Je voulais savoir s'il y a des hommes dans son équipe». Est-ce que c'est il y a des hommes ou est-ce que c'est que des femmes? Alors moi, dans mon équipe, j'ai une alternante et une assistante en CDI, c'est exclusivement des femmes. OK. Je travaille avec des prestataires hommes, notamment sur la partie vidéo ou voilà, sur des photos, sur ce type de prestations-là. Mais c'est vrai que j'ai davantage de femmes, dans mon équipe. Après ça pourrait être une volonté également, Mmh. que je pourrais tout à fait entendre. Oureille peut-être, tu as une réaction, une question? Alors par rapport en tout cas à la question sur effectivement le type de client qu'accompagne, Clémentine, c'est vrai qu'elle accompagne aujourd'hui, bah, principalement des femmes. En même temps, Ouais. le titre de son programme, c'est Destination Girl Boss, donc forcément, Ah! ça va pas attirer, tu vois, Ouais. Jean-Manu ou, Kevin. Donc après oui, la communication attire également le type de client De qu'on clients veut, servir. Exactement. Il y a David d'ailleurs, Valls, qui est que connecté, j'ai qui a posé une question sur comment en fait, par rapport à la vision en fait, comment choisir son ou son assistante du coup virtuelle? Sur quels critères? Tu vois? Comment bien notamment la briefer? Comment le guider pour obtenir un résultat qui est top? Alors, pour bien choisir son assistante ou son assistant du coup, je trouve que ce qui est important, c'est déjà de déterminer un petit peu quelles tâches on veut confier. Donc, est-ce qu'on veut plutôt déléguer son administratif? Est-ce qu'on a besoin d'aide plutôt sur de la communication? Est-ce qu'on a besoin d'aide sur du tunnel de vente? Pour déjà choisir une assistante qui va avoir les bonnes compétences parce que chaque assistante, en fait, a son propre domaine d'expertise. Donc, il vaut mieux choisir quelqu'un qui répond vraiment à notre attente. Et par rapport à ça même, je conseillerais de choisir une assistante qui est nichée sur notre niche. Par exemple, si vous êtes, je sais pas ton métier, je connais pas ton métier David, mais admettons David est formateur. Vaut mieux une assistante qui soit spécialisée sur les formateurs, qui a déjà travaillé avec des formateurs. Comme ça, elle connaît l'univers, les outils et cetera et pourra mieux s'acclimater qu'une personne très polyvalente, mais qui connaît pas le domaine. Donc je conseille de choisir une personne qui a les compétences qui matchent, qui connaît notre, domaine, d'activité déjà et après, ce que je trouve important aussi, c'est vraiment de rencontrer plusieurs assistantes. David, si tu veux voilà, si tu veux choisir une assistante, moi, ce que je te conseillerais, c'est de définir une petite «fiche de poste» entre guillemets, même pour du freelancing et de communiquer dessus pour après avoir plusieurs possibilités et rencontrer plusieurs assistantes pour choisir aussi celle qui te correspond le mieux à toi. Parce que en plus du match sur les compétences, faut aussi quand même te sentir à l'aise, avoir un bon feeling parce qu'une assistante, c'est quand même une personne avec qui on va passer du temps, qui est le bras droit de notre entreprise, donc je trouve qu'on doit vraiment bien s'entendre. Pour moi, c'est un critère aussi qui est important. Et après, ce que je recommande également, c'est de faire un mois test avec, l'assistante choisie pour voir comment ça se passe, voir si sa manière de travailler match avec la nôtre. Pour ça, déterminer en amont, bah, les outils de travail, votre manière de travailler. Généralement, une assistante, elle a déjà des processus, une manière de travailler avec ses clients qu'elle va partager pendant l'appel découverte, avec toi pour te montrer sa manière de travailler. Donc, faut vérifier là aussi si ça match et après de faire un mois test ensemble pour voir si c'est satisfaisant. D'ailleurs, par rapport au prix aussi, une assistante en moyenne aujourd'hui, le prix moyen, c'est 40 € de l'heure. Donc après, si par exemple, tu estimes que tu as besoin de déléguer, 10 heures par mois, bah, tu peux te dire: «OK, je vais partir sur un forfait de 400 € par mois», par exemple, pour respecter mon budget. Mmh, OK, OK, OK. Donc tes VA, tes assistantes, virtuelles, virtual assistant pour ceux qui se posent la question, tu les formes et tu les places également quand tu en as Alors l'opportunité? en fait, on est 2 coachs dans mon programme. Donc moi, je les forme vraiment sur la partie communication, prospection, acquisition de clients. Je les aide Mmh. sur la partie commerciale parce que OK. sincèrement,
c'est très souvent ce qui leur manque, hein. Souvent, Mmh. elles ont déjà des bonnes compétences métiers, mais elles savent pas se vendre. Parfois, elles ont même fait des formations métiers qui ne les ont pas vraiment aidées plus que ça à se lancer. Mais je ne suis pas seule parce qu'il y a ma collaboratrice Héloïse Lanard, qui est assistante depuis 8 ans et qui a une agence d'assistantes qui s'appelle The Tandem. Et en fait, elle les forme sur la partie métier, comment bien accompagner les clients, comment cerner les besoins, comment faire les onboarding. On leur a créé aussi des modules, métiers et effectivement, Héloïse, elle a une agence d'assistantes, donc on partage les offres et Mmh. du fait que je sois positionnée sur les assistantes, on fait très souvent appel à moi pour me demander une assistante, donc je transmets ça également à mes clientes. Mais toutefois, je les forme sur la prospection parce que je veux qu'elles soient, quand même autonomes aussi Mmh. dans leur recherche de clients, bien évidemment. OK, autonomie, tu peux pas garantir de placer une personne que tu formes, mais tu les aides. C'est ça. Alors Comme on on dit, a des questions. au lieu de donner du poisson, elle va apprendre à pêcher. Ouais. C'est ça. Bah, pour moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'indépendant, savoir chercher ses clients, c'est juste la base. Oui, on est d'accord. Bah, alors j'ai une grande question, je l'ai affichée, mais elle est tellement grande que je pense que je vais arrêter de l'afficher, puis je vais te la lire si tu Ouais. veux. Alors, après 20 ans dans l'immobilier de luxe, j'ai fait le choix de la reconversion. Aujourd'hui, je suis consultante dans le domaine du spa de luxe et j'ai lancé mon propre business. Entreprendre, ce n'est pas simple, mais c'est puissant. J'ai choisi la liberté, l'alignement et l'excellence. Ah bah non, bah c'est pas une question. C'est un témoignage. Un témoignage. Merci beaucoup. Merci pour ces témoignages. J'ai un autre témoignage de Gilles qui nous dit: «Eh, une bonne partie des intervenants ou professionnels poussent les étudiants à devenir auto-entrepreneurs pour se gagner un pécule et devenir plus à l'aise financièrement. Notons à date qu'une majorité d'étudiants ne souhaitent pas l'auto-entrepreneuriat». Voilà. Je trouve aussi que ça dépend des domaines d'activité, Gilles, parce que, par exemple, dans certains domaines comme la communication, je pense que ça va être plus facile d'être freelance que, je sais pas, si on se forme, par exemple, des études, pour être, banquier, je dis au hasard, bah, ça va être davantage compliqué de se lancer. Donc je trouve aussi que le domaine d'activité a une influence quand même, là-dessus. Mmh. Clairement, je pense aussi que le secteur d'activité joue un rôle, comme tu disais, sur un métier technique, par exemple, imaginons un métier vraiment technique par rapport à l'assurance, par rapport à un truc, un peu plus poussé, on va dire. Peut-être que ça va être plus compliqué de se lancer en Ouais. tant que freelance. Or que des métiers, par exemple, comme on le voit aujourd'hui, community manager, tu vois, expert en marketing, en branding ou même dans la vente et cetera, c'est vrai que souvent les étudiants peuvent à côté développer des projets entrepreneuriaux, même s'ils étudient à côté. Ça me permet également de lire le commentaire de Rodolphe tout à l'heure qui a dit: Mmh. «J'ai fait des études de comptabilité. On nous a jamais encouragés à monter une boîte. D'ailleurs, ma comptable n'a aucune idée de l'investissement qu'un chef d'entreprise met dans sa boîte». Mmh. Alors quand un comptable, il nous conseille, c'est important de savoir, je pense. J'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable et c'est pas forcément effectivement des gens qui sont, très qualifiés. Peut-être les experts, ceux qui dirigent, mais on a une question. J'ai une amie qui aimerait se faire former. Elle doit débourser combien? Bon, la question est un peu orientée. Ça prend combien de temps la formation? Voilà. Alors, ça va dépendre du type d'accompagnement que, ton ami choisit. Moi, dans mon cas, je fais du coaching et je fais un coaching sur 15 semaines et en fait, je crois davantage au modèle du coaching parce que selon moi, faire une reconversion, se lancer, se former, dépasser ses peurs, vendre, communiquer, ça se fait pas seulement en regardant des vidéos en ligne parce qu'on peut rester derrière ses blocages. C'est ma croyance, en tout cas, personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je propose du coaching avec du groupe et du suivi individualisé avec une coach référente parce que je suis persuadée qu'on a besoin de ça, en fait, pour réussir et pour ça, ça prend 15 semaines, donc quasiment, 4 mois. On a Alda qui nous dit: «Combien de temps peut prendre la reconversion et quels sont les avantages et les inconvénients?» Mmh. Une reconversion, je trouve aussi que ça dépend, Alda, de là où tu pars. Parce que si, par exemple, tu es assistante de direction et que tu deviens assistante indépendante, tu as quand même déjà les compétences de base, donc tu vas plutôt te focaliser sur quelle offre tu as envie de proposer, quel service, quelle méthode de vente, mais tu as déjà les compétences, donc ça va être plus rapide que si tu dois aussi faire l'acquisition de compétences, s'entraîner avec des missions de test sur des clients, puis après les vendre. Donc tout dépend quand même, je dirais, du point de départ. Pour moi, le minimum, je dirais que c'est 3 4 mois.
mais chacun son rythme. Si on part vraiment où on veut aussi plus prendre le temps de faire de l'acquisition de compétences, ça peut être 6 mois, ça peut être un peu plus de temps. Donc ça, c'est quand même au cas par cas. Et les avantages, c'est quand même de te reconvertir dans quelque chose qui correspond davantage à ton style de vie, à tes valeurs. Si par exemple, si tu étais plus aligné avec tes valeurs dans le salariat ou dans un de tes anciens jobs. Donc te sentir bien, prendre du plaisir dans ce que tu fais, pour moi, c'est le plus gros désavantage. Si tu la fais bien, ta reconversion, ça peut aussi t'amener à un niveau de qualité de vie financier qui peut être plus élevé, par exemple, qu'un autre travail. Donc je trouve que c'est l'avantage. Et l'avantage aussi, c'est que c'est quand même très stimulant d'apprendre, de sortir de sa zone de confort, de vivre une nouvelle expérience. Les inconvénients, je pense alors, pour moi, c'est pas des inconvénients, mais mon avis, il est biaisé parce que je suis contente d'être entrepreneur, mais je dirais que c'est quand même d'être ça implique une responsabilité. Parce que en fait, tu es responsable de tes actions, tu es responsable de ta réussite, de tes échecs et ça, c'est pas facile, pour tout le monde. Ça peut être aussi un ascenseur émotionnel, une reconversion, un lancement dans l'entrepreneuriat. Donc ça peut être un peu plus bouleversant qu'un quotidien avec, ses petites habitudes. Donc je trouve que c'est surtout ça. C'est les inconvénients, c'est plus, bah, on se responsabilise et on va devoir sortir de sa zone de confort et accepter les hauts, et les bas, quoi. OK. Je sais pas ce OK. que vous en pensez, les filles? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a des métiers où effectivement, c'est limite plus simple, de démarrer et se développer en tant qu'entrepreneur. Après, il y a des moyens d'être entrepreneur auxquels on ne pense pas forcément. Moi, je suis entrepreneur salarié au sein d'une coopérative d'activité et d'emploi. Ce qui est une forme d'entrepreneuriat plus sécurisante que ce qu'on connaît en tant qu'entrepreneur Mmh. classique, auto-entrepreneur, qui permet de poser un cadre, en fait, d'une entreprise. Donc c'est une SCOP, société coopérative. Et ce que j'en pense, c'est que, bah, il peut y avoir d'autres modèles comme ceux-là qui existent, qui permettent peut-être de vivre moins de précarité ou des hauts et des bas ou de solitude et d'avoir un mode de fonctionnement proche de l'entrepreneur classique, mais avec de la sécurité du salarié. Donc j'aurais tendance à dire, il y a le format auto-entrepreneur, mais pas forcément que ce format-là. Il existe aujourd'hui d'autres structures qui peuvent accompagner ou même le portage salarial ou des choses comme ça, qui peuvent être pas mal aussi. Oreille? Yes, très belle, question Alda, merci à toi. Bah, déjà combien de temps on peut prendre la reconversion? Effectivement, comme elle a souligné Clémentine, ça dépendra vraiment finalement, bah, je dirais du tempérament de la personne, du secteur d'activité. Est-ce que son projet est mûr ou pas? Ça peut se faire, voilà, très rapidement, comme ça peut prendre du temps pour les personnes qui ont besoin notamment de bien articuler les choses. Et ensuite les avantages et les inconvénients, en tout cas par rapport moi à mon expérience professionnelle, je dirais pas que c'est une reconversion, mais c'est plus, passage de salarié à entrepreneuriat. Les avantages forcément, c'est que, bah, je suis libre finalement de mon temps, enfin, j'ai cette fameuse liberté, on va dire financière, géographique, temporelle et cetera, donc ça pour moi, ça n'a pas de prix. Maintenant les inconvénients, c'est que, étant donné que tu es ton propre patron, bah, faut quand même te motiver à faire les choses et si tu te bouges pas, en fait, il y a rien qui va se passer. Donc à un Ouais. moment donné, tu sais, il y a pas cette pression en tant que salarié où je dois rendre des comptes à la fin du mois, à mon manager et cetera. Il faut absolument que je rende tel ou tel projet. Là, c'est vraiment toi et ta propre motivation et souvent, Ouais. effectivement, bah, ce qui se passe, c'est que certains entrepreneurs peuvent, voilà, avoir un peu du mal, on va dire, à vraiment faire les bonnes actions qui leur permettent d'avancer et Ouais. cetera, d'être bien structurés parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes et c'est là où entre en jeu, justement, la notion de pouvoir potentiellement se faire accompagner pour ne pas être tout seul. Ouais. Sinon, on peut très vite se demander, en fait, bah, qu'est-ce que je fais? Ou même se tourner les pouces ou alors de pas avoir Mmh. d'action claire à mettre en place. Mais Sauf que s'il y a tellement. pas d'action, finalement, il y a rien qui se passe non plus, tu vois? Mmh. Le coaching, la motivation, l'énergie, le suivi du développement de l'activité, la stratégie aussi, bien identifier un collectif, c'est tellement important. Bien identifier les actions clés pour que ça se développe bien. Bon, on va pas se mentir, l'action clé numéro un, enfin moi par défaut, le matin, elle est commerciale. Bah, oui. Merci Nathalie, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Je pense que Ouais, beaucoup, leur action clé, c'est, aller scroller sur les réseaux, voir un peu qu'est-ce qui se fait et cetera. Mais en fait, ça, c'est non, pas une action non, profitable qui va t'amener du cash, tu vois? mais non, mais non. La 1re action clé du matin par défaut, elle doit être commerciale. Mmh. Quand on n'est pas archi booké de clients et même quand on est booké, je pense qu'il faut garder ça dans sa Ah routine bah, le bien matin. sûr.
Mmh. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu ne gardes pas ça dans ta routine, tu vois, souvent, on voit en fait les cycles un peu, bah, justement, de montagnes russes émotionnelles ou en tout cas de un coup j'ai des clients, un coup j'ai plus de clients. C'est que quand tu es en train de livrer, si tu pas en train de continuer à faire la promotion, à un moment donné, bah, ton accompagnement, il va se terminer ou tout ce que tu proposes, ça va se terminer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On repart encore à zéro. Ça remet encore du temps, tu vois, à avoir quelque Ouais. chose de concret. Donc c'est la raison pour laquelle je suis complètement, tu vois, OK Mmh avec mh. le fait de vraiment en faire, en fait, une habitude, tu vois? C'est ça, Tu en d'en penses quoi, faire une Clémentine? habitude. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ça fait partie complètement du jeu et de mon côté, donc même si je suis, bah, toujours complète, en vrai, j'ai toujours réussi à remplir, toutes mes promos, tous mes coachings et cetera. Je suis très proactive dans mes actions de vente et de communication pour, pouvoir avoir de la sécurité sur le long terme dans mon activité.